Bien, il est à peu près 17 h, on va pouvoir commencer. Alors, sans vouloir écorcher les noms. Alors, je vais dire Vincent et Kevin. Non, Vincent, hop, 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 2 secondes. Avec les lunettes, c'est mieux. Vincent Ribot et Kevin Zgrendek. Pardon, voilà. Kevin Zgrendek. Ok. Donc, le sujet, la recherche médicale dans le cloud. Dis donc, je bégaye en plus. Ah, ben ça y est, ça s'est arrêté. C'est fini. Okay, salut. Donc, comment industrialiser la collecte des données cliniques? Je vais vous laisser la parole. Merci. T'entends plus? T'entends ou pas? Là, tu Allô, m'entends ou pas? Ah, t'es peut-être pas sur le bon channel. c'est revenu? Après. Voilà, c'est bon? Oh, ok. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a fait à la PHP, donc Assistance publique Hôpitaux de Paris, de déployer une solution de collecte de données cliniques pour de la recherche médicale dans le cloud. Donc on va se présenter rapidement. Donc moi je suis Vincent Ribot, je travaille à la PHP depuis 2022 et je suis responsable technique des projets de recherche à la PHP. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le secteur des télécoms avant. Et mon collègue... Ouais. Bonjour tout le monde, donc du coup Kevin Zgrendek. Moi je travaille à la PHP depuis à peu près 2020. Donc en ce moment j'officie sur tout ce qui est architecture applicative et DevOps, notamment en fait sur tous les projets qui nécessitent une intégration de logiciels third party, souvent en open source, pas que. Et dans d'autres vies, j'ai aussi été lead tech pour d'autres institutions de la santé et développeur pour la DG Eurostat dans la Commission européenne. Alors, on va vous donner un petit peu de contexte avant de vous parler plus technique avec Kevin. Donc, la PHP, c'est donc l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, plus gros centre hospitalo-université d'Europe, 8 millions de patients et beaucoup de recherche. Donc, voilà, vous voyez 4420 projets de recherche. Donc, la recherche, et notamment la recherche clinique, est une activité très importante de la PHP. Nous, plus précisément, on travaille à la direction des services numériques et notamment au pôle innovation et données qui travaille sur l'entrepôt de données de santé de la PHP. On a un lab d'innovation et accélérateur d'applications déployé sur la santé, une plateforme de bioinformatique qui permet de faire du séquençage ADN, ARN et la Banque nationale des maladies rares qui est aussi hébergée à la PHP. Tout ce pôle-là, c'est une centaine de personnes avec tous les profils qu'on va retrouver dans l'IT classique, voilà, des développeurs front, back, des DevOps ingénieurs, tous les profils data, notamment sur l'entrepôt de données de santé, des chefs de projet, des product owners et des experts interopérabilité. Donc pour rentrer un peu plus dans le sujet qui nous intéresse, donc notamment sur la recherche clinique, la PHP, c'est le premier promoteur académique européen, avec la participation à 158 000 études cliniques. Et évidemment, pour travailler sur la recherche, on a besoin d'outils. Et justement, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Et donc, on utilise donc un outil qui s'appelle RedCap, alors qui est un gratuiciel, hein, qui est pas open source. Mais on va vous expliquer un peu comment on a déployé tout ça. Il est extrêmement utilisé dans le milieu de la recherche, notamment académique. Il a le mérite d'être gratuit. Il est organisé autour d'un consortium qui a été créé par l'Université informatique de Vanderbilt au Tennessee. Et vous voyez qu'il y a 2400 partenaires sur ce logiciel gratuit dans 115 pays. Donc il y a une énorme communauté qui contribue en fait à ce RedCap. Vous voyez un peu l'interface que ça propose. Ça permet de saisir en fait des données cliniques dans le cadre de recherche. Donc par exemple, on va inclure un patient dans une étude. On va saisir des informations sur ce patient-là avec toutes les informations qui permettent de répondre à la question de recherche. Et donc, notre problématique à la PHP, c'est qu'on avait une première version de ce logiciel-là, mais qui était interne à la PHP. Et donc, on pouvait le déployer que sur les hôpitaux, sur les 38 hôpitaux de la PHP.
Et ce qui est important, c'est qu'en recherche, il est important aussi de faire des recherches qu'on appelle multicentriques pour inclure le maximum de patients, notamment sur des maladies un petit peu rares. On va être obligé d'aller chercher des patients là où il y en a, et donc à travers, par exemple, toute la France. Et donc là, on avait une étude multicentrique qui s'intéressait aux infections à Mycoplasma pneumonia. Et donc, il a fallu développer une version multicentrique de cette application-là pour collecter des informations sur 55 centres en France. Donc certes, il y avait des centres de la PHP, comme Pitié-Salpêtrière et l'hôpital Bicêtre, mais on avait aussi le CHU de Nantes, le CHU de Poitiers, le CHU de Nancy, de Nîmes, de La Roche-sur-Yon. Et donc le but, c'est que tous ces hôpitaux puissent utiliser la même application pour collecter les données cliniques. Donc ça, c'est une étude qui a été faite au début de l'année 2024. Donc voilà, ça c'est pour le contexte général de la recherche à la PHP et de la problématique fonctionnelle. Et puis sur la partie technique, je vais laisser Kevin vous expliquer tout ça. Merci Vincent. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va, on va passer à la partie présentation technique. Donc je vais commencer par évoquer brièvement en fait notre infrastructure et ce qu'on propose à Innovation et Données. Et ensuite, on va passer un petit peu sur un espèce de retour d'expérience, étape après étape, sur du coup la réalisation et l'open source du composant permettant de déployer la solution qu'a présenté Vincent, qui est RedCap. Donc, côté techno, du coup, la stack technique d'innovation et données. Donc, en on-premise, on a à peu près une centaine de serveurs répartis principalement sur plusieurs clusters. Donc, on va avoir du Kubernetes on-premise, on va avoir des clusters HDFS. On va avoir également des clusters Ceph qui vont nous permettre en fait de provider le Container Storage Interface avec l'API S3 au-dessus avec Rados Gateway. Ça, c'est pour le stockage, on va dire plus cloud native. On va avoir aussi un cluster de GPU, principalement présent sur Slurm, qui va notamment être composé par exemple de V100, A100, H100, mais aussi d'autres modèles un peu plus anciens qui peuvent également être utiles. Et on va aussi avoir un cluster de VM Proxmox pour des tâches un petit peu plus dédiées, comme par exemple des VM durcis pour servir de bastion d'administration ou des choses de ce genre-là. On a aussi des velléités d'expérimenter des choses dans le cloud, donc notamment avec OVH, où on a des clusters K8S managés, où on a des services d'audit et de log, par exemple, avec des stacks un peu toutes prêtes, comme du Greylog qui est proposé. On a du S3, évidemment, à différents, on va dire, niveaux de service, et d'autres services annexes, des DNS, des services mail, etc. Donc nous, en fait, on propose également des services sur cette infrastructure du coup, technique. Donc c'est une liste qui est vraiment non exhaustive et qui est en constante évolution. Mais on propose évidemment, pour de la data science, on va dire des outils assez connus, comme la suite JupyterHub, JupyterLab. On va avoir du BRAT pour tout ce qui est annotation textuelle. Toute cette stack-là est également en rework en ce moment dans une autre solution qu'on appelle nous aussi le Data Lab. Et on va avoir aussi, parmi toutes nos équipes, une équipe de data scientists dédiés qui vont travailler à des modèles NLP, entre autres choses, qui vont aussi être exploités du coup sur notre plateforme. Pour citer un autre exemple, on va également avoir l'imagerie médicale, où on va avoir des partenariats, par exemple, avec des viewers open source, comme OHIF, qui vont nous permettre de visualiser des images de radiologie, par exemple, dans le cloud. Et on va également avoir plein de partenariats avec des choses open source, des partenaires privés, publics, des institutions, des universités, etc., qui vont tous fournir en fait des briques et des logiciels qu'on va devoir intégrer dans le cadre de projets. Et finalement, on fournit également des outils un petit peu plus institutionnels, comme RedCap, qui va être, on va dire, le sujet un petit peu de ce retour d'expérience aujourd'hui. Donc justement, RedCap, parlons-en. Du coup, je vous propose étape par étape, d'une manière un peu, pas chronologique, mais quasiment, de vous faire un petit retour d'expérience sur du coup, ce qu'il a fallu faire et pourquoi est-ce qu'on a décidé d'open sourcer ça et qu'est-ce qu'il en est. Donc il y a à peu près plus d'un an et demi, Vincent vient me voir et me dit oui, il faut qu'on déploie RedCap, voilà. Donc du coup, on s'est dit ok, bon regardons ce que c'est RedCap, regardons en fait ce que c'est, est-ce qu'on peut le déployer dans le cloud ou ça. Bon, RedCap c'est une application PHP, ça commence bien, qui est distribuée sous forme d'archives du coup par un organisme, donc une archive zip que vous dézippez sur votre serveur PHP FPM et puis voilà, vous avez du coup votre application qui tourne et comme du coup l'a dit Vincent, c'est un petit peu spécifique en fait. Les conditions d'utilisation ne vous permettent pas de redistribuer les binaires de RedCap. Donc adieu les images Docker versionnées avec des versions de RedCap déjà présentes, etc. On oublie. Et bon, en ce qui concerne les dépendances en elles-mêmes, on a plutôt du classique. On va avoir une base de données MySQL, on va avoir des proxys Apache avec certains modules ou non si vous voulez faire du SAML 2 par exemple pour faire du SSO ou pas. Et évidemment, un système de fichiers assez robuste pour stocker les données utilisateurs.
Bon, bah, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que c'est pas vraiment designé cloud native, mais bon, c'est pas grave, on peut regarder ce qu'il y a comme solution de déploiement là-dessus. Donc on se dit, bon, quelles sont les solutions de déploiement préconisées pour déployer Redcap? Serveur, ok, bare metal, donc vous faites votre serveur PHP, vous déployez là-dessus, bon, ok. VM également, bon, un petit peu pareil, ça ne correspond pas vraiment à notre exigence, on va dire, de scalabilité et de notre archi et de notre infra un peu native. Vous avez des packages d'installation proposés par le consortium, mais qui sont vraiment vendor lock et spécifiques pour Azure Cloud et AWS. Donc pareil, nous, on a un peu une philosophie qui est assez Kubernetes vanilla et on essaye de faire des choses d'une manière assez générique, justement pour permettre d'être un peu interopérable sur les différents types de cloud. Donc on n'avait pas vraiment envie de se déjà mettre le pied, soit chez Azure Cloud, soit chez AWS. Je ne vous parle même pas des considérations légales sur le type de données, etc. Donc c'était un petit peu un no-go. Et c'est tout. Donc c'est tout. Donc du coup, on constate qu'on a déjà une petite problématique, qui est qu'on doit trouver un moyen du coup, de packager complètement l'application d'une manière compatible avec les conditions de redistribution des binaires, qui satisfassent évidemment les prérequis sécuritaires auxquels on peut tous être soumis, notamment quand il s'agit d'un logiciel de collecte de données de recherche. Donc ça veut dire qu'on va avoir des exigences très fortes en termes d'auditabilité, en termes de fédération des identités, en termes de fédération des droits, gestion des backups, résilience évidemment, et de scalabilité si besoin. En plus de ça, il faut que ce soit donc cloud agnostique, déployable à peu près n'importe où. Et on avait également la volonté de le rendre open source. Pourquoi? En fait, comme Vincent l'a dit un petit peu plus tôt, il y a une communauté très active autour de Redcap. Et l'idée, plutôt que de faire les choses de notre côté, c'était d'essayer de faire les choses en partenariat pour qu'on puisse open sourcer justement cette nouvelle manière d'installer Redcap d'une manière cloud native. Et pouvoir, pourquoi pas, partager la maintenance de ce package avec les développeurs et les gestionnaires du coup de Redcap, qui est l'université de Vanderbilt. Ok, bon maintenant qu'on a dit ça, la solution technique en elle-même, elle n'est pas forcément fondamentalement innovante. On va proposer un M-Chart, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir packager l'application et toutes ses dépendances d'une manière un petit peu cohérente et d'une manière suffisamment, on va dire, générique pour pouvoir packager et paramétrer tout ce qu'on a besoin selon le type d'installation et selon nos besoins. Donc on va devoir faire quelques images custom parce qu'évidemment, on va avoir besoin d'une image d'Apache un peu spécifique qui fasse tourner des choses comme Shibboleth qui permettent de faire du SAML 2. Donc forcément, c'est un peu custom, c'est des process à part, bon d'accord. Pareil pour PHP FPM qui doit avoir toutes les dépendances de l'application Redcap, même s'il ne veut pas avoir Redcap en elle-même, il faut que tout soit prêt pour quand le package sera installé. Donc ok, 2 images custom, on les open source avec, ok, on voit. Et après, dans les dépendances, on aime déjà bien l'open source parce qu'on est capable de prendre des images de containers ou des M-Chart chez d'autres partenaires comme Bitnami par exemple, qui font des choses extrêmement stables et sécurisées là-dessus. Et on se dit, c'est cool, on ne va pas réinventer la roue et on va se baser là-dessus. Et bien sûr, là-dessus, dans ce package, on va aussi inclure tous les services transverses qui viennent satisfaire les exigences qu'on va avoir. C'est-à-dire, on va pouvoir avoir un log shipper de traces d'audit automatiquement configuré pour aller prendre les traces où elles sont, des jobs de sauvegarde, évidemment, des restaurations, backup via S3, et des jobs un peu quality of life qui vont permettre d'effectuer automatiquement soit des actions d'initialisation, soit des actions d'administration, on va dire, courantes, qui sinon doivent être faits au clic-bouton par un administrateur qui serait en quelque sorte un cron job humain. Donc là, on s'est dit, on va prendre un cron job plutôt informatique et on va faire des jobs pour améliorer un petit peu ça dans le cycle de vie de l'appli. Donc on arrive du coup là-dessus et on se dit, d'accord, techniquement on a une archi qui est là, on est capable de voir les composants, la manière dont ils interagissent et on va avoir sans surprise, on va, en plus de notre ingress, notre Apache HTTPD, on va avoir notre serveur PHP FPM, ok, le log shipper, Logstash en l'occurrence, plus la dépendance vers la base de données. Tout ça, on est à peu près sûr que ça marche correctement. Et évidemment, on va se servir du fait qu'on est sur une architecture orchestrée pour pouvoir isoler les flux avec des network policies, faire des images rootless, sandboxer tous les process et avoir des choses un petit peu plus sécures à ce niveau-là. On va aussi dropper les capabilities de toutes les pods pour qu'ils ne conservent que ce qu'ils ont le droit de faire. Très bien. On peut également voir sur ce schéma en violet les dépendances externes de cette stack-là qui est un peu production grade, où on va avoir par exemple toutes les backups automatiques de l'application poussées sur un S3 et toutes les traces d'audit exportées vers une stack du coup d'audit de log, en l'occurrence chez OVH pour cette install-là, mais ça pourrait être n'importe où. Logstash est compatible avec un grand nombre d'API. Et on va avoir également d'autres services annexes comme des services mail pour pouvoir manager les études de recherche, etc. Et évidemment une connexion avec notre service d'SSO pour fédérer toutes les identités. Bon, ok, on se dit, c'est cool, du coup, on a résolu un peu le problème technique, on a fait une archi, très bien.
Par contre, on se dit, bon, open sourcer des choses, c'est bien, mais c'est peut-être pas juste mettre du code en fait, sur un repo Git et 3 bouts de ligne sur un README. Il faut aussi qu'on donne la possibilité en fait, aux personnes de pouvoir builder le code, de pouvoir le tester et de pouvoir participer et d'ouvrir des PR et qu'on se parle le même langage. Ça veut dire quoi, se parler le même langage? Ça veut dire qu'il faut que les niveaux d'exigence en termes de qualité de code, de best practices et de sécurité doivent être partagés et su par tous, de telle sorte à ce que moi, si j'ouvre une PR sur un repository, je sais que la PR, elle va venir en fait, satisfaire certains niveaux, certains critères, et que ce soit clair et compréhensible par tout le monde. Donc on se dit, OK, faisons une CI là-dedans, documentons-la, on va mettre les classiques, donc du Try-V pour le license scanning, les vulnérabilités sur les images de conteneurs, les checks pour les secrets quelque part dans des fichiers de conf, également la documentation automatique du Mchart avec Mschema, Mdocs qui va pouvoir nous faire un schéma qui va venir valider automatiquement notre Mchart, et on va avoir aussi les cubes conformes, les Polaris pour les best practices et la sécurité du chart. Donc là on se dit, c'est vachement cool, voilà, on a notre CI, on a tout ça qui est fait, on n'a plus qu'à open sourcer en fait, cool. Et donc là, on se dit, OK, mais en fait, sous quelle licence? Sous quelle licence? Déjà, il faut qu'on se pose la question. Il y a déjà beaucoup de licences, il y a déjà beaucoup de choses. Évidemment, open source, ça ne veut pas dire on fait ce qu'on veut, on utilise le code des autres comme on veut, tout est gratuit, c'est super cool, et voilà. Donc il faut déjà qu'on choisisse la nôtre, restrictive par restrictive, mais ça implique également de regarder quelle est la licence des composants qu'on intègre dans notre propre stack. Donc, quand vous faites du code et que vous intégrez des librairies tierces, vous vous dites, d'accord, je vois à peu près comment ça se passe, j'ai une librairie tierce, je regarde sa licence, je regarde si c'est compatible, etc. Mais quand on commence à parler d'images Docker et de choses comme ça, on regarde sur le net et on regarde, en fait, par exemple, des articles de la Linux Foundation qui commencent à vous expliquer que chaque layer, en fait, de votre image Docker est soumise potentiellement à des problématiques de licensing. Également, chaque binaire qui participe à la création de votre image Docker, même s'il n'est pas sur la layer exposée, on va dire, frontalement dans l'image, participe quand même aux notions de licensing. Donc là, on commence à tomber dans un espèce de terrier de lapin où on se dit ça commence à être très très compliqué tout ça, il y a beaucoup de cardinalité en fait. Donc du coup, là, les conseils, c'est d'essayer de se rapprocher vers une cellule juridique ou des gens qui s'y connaissent là-dedans pour vous épauler un petit peu dans le droit du logiciel, parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et également d'avoir dans les outils de CI une vision forte en fait sur le type de licence que vous avez sur votre code base. Et là-dessus, c'est vrai que des outils de CI comme Try-V ou des choses comme ça peuvent vous fournir une vue assez complète en fait sur ce que vous avez. Mais pareil, une CI c'est une solution technique, c'est un input en fait in fine. Donc c'est là-dessus que vous allez construire une vraie politique de licensing selon ce que vous voulez proposer. Donc on se dit, voilà, c'est cool, maintenant on a open sourcé tout ça, super, donc le Mchart est fait, les images Docker pareil sur le GitHub de la PHP, et la communication a été faite également dans la communauté des utilisateurs. Et du coup, je voulais revenir sur une petite chose, c'est qu'avec toutes les étapes que j'ai évoquées là, en fait, on aurait pu se dire, punaise, mais c'est vachement compliqué d'open sourcer un truc, en fait. Finalement, est-ce que c'est pas plus simple que je le mette en closed source chez moi, comme ça, je m'inquiète pas de tout ça, je fais mon truc, je le ship et ça marche. En fait, je pense que l'open source, il n'ajoute pas des coûts à votre méthode de travail, à vos process, il visibilise des coûts qui sont de toute façon là, en fait. Parce que vous allez devoir mettre en place des méthodes de contribution, des bonnes pratiques, des scans automatiques. Vous allez devoir vous poser des questions qui, de toute façon, soyons honnêtes, vous allez devoir vous poser si vous avez à cœur de faire un logiciel qui va être exploitable et maintenable dans le long terme, en fait, que ce soit en closed source ou pas, en fait. Même chose pour tout ce qui est les bonnes pratiques partagées. Alors, je ne vous parle même pas des outils techniques, genre les composants de CI que vous pouvez partager en interne comme vous voulez et que ça va quand même faciliter pas mal de choses. Vous allez également pouvoir partager, par exemple, des guides de contribution en interne et faire en sorte que certaines de vos équipes puissent participer à la codebase d'autres de vos équipes sous certaines règles et avoir comme ça cette flexibilité qui vient un peu du monde de l'open source. Vous pouvez tout à fait l'appliquer en interne, encore une fois, à condition que les process soient bien définis. Et ça, c'est quelque chose qui s'expérimente vraiment quand vous pensez votre projet avec ces notions-là en amont, quoi. Et enfin, je dirais que c'est un investissement parce que toutes ces bonnes pratiques et ces process-là, plus tôt ils sont réfléchis, rendus génériques et partagés, plus ils vont payer et ils vont continuer de payer en fait. Donc il y a peut-être un coût à l'entrée qui peut paraître un peu plus important, mais clairement, nous, notre retour sur expérience, il est vraiment positif, ne serait-ce que sur ces sujets-là. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions ou pas, mais une question. Voilà, si vous voulez. Ah, plus? Ok. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai une question. Est-ce que vous avez reçu des PR? Et si oui, quel type? Est-ce que vous avez reçu des feedbacks? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Alors, on a open sourcé hier, pour être honnête. Donc pas encore. Mais effectivement, justement, c'est une excellente question. Il y a un guide de contribution qui a rapidement été fait, mais effectivement, si on a des PR, c'est aussi un sujet, une des questions qu'il faut se poser sur vite mettre des guidelines pour que les contributions soient correctes. Merci. En prie.
questions? Merci beaucoup. Merci.